Bonjour à tous, nouvelle émission de TV Liberté Tête à Clash, premier round, 4 invités. Alors les 4 invités, c'est Philippe Pascot, bonjour. Bonjour Franck. Comment ça va? Bien, ça va, bonnes vacances. Ok, très bien. Vous savez, je voulais juste vous dire une chose. Nous sommes dans un nouveau studio. J'ai un grand bonheur à être dans ce nouveau studio. Je pense que ça va changer beaucoup de choses. Voilà, j'ai fait mon petit intermède. François Devoyer. François, bonjour, tout bronzé. Bonjour. Oui. Ok. C'est ça, Laurent, c'est ça les riches. c'est ça les riches. Ok. Alors le milliardaire ici, Laurent Arthur Duplessis. Bonjour Franck. Bonjour. Et Jacques Georges. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, 3 sujets. Premier sujet, ça va être autour de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, avec des paradoxes que je vais vouloir souligner avec vous, et peut-être la perspective d'enfin d'une négociation. J'ai l'impression qu'il y a certains éléments qui peuvent nous indiquer ça. Premier sujet. Deuxième sujet, on va faire un bilan des JO, avec des points de vue très contrastés. Autour de cette table, vous allez voir, c'est appétissant. Et le troisième sujet, ce sera peut-être brièvement, ça va dépendre des 2 premiers, un point sur le nouveau Premier ministre Michel Barnier. Sinon, on basculera directement dans la nouvelle rubrique, qui sont des coups de gueule et des coups de cœur. Et croyez-moi, ça va saigner. Allez, rendez-vous dans quelques secondes. Messieurs, première partie. Alors, cet été, il y a quand même eu un événement inouï. C'est que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une invasion de la Russie. Je crois qu'on ne l'a pas vraiment saisi, mais la dernière fois, c'était en 42-43, hein, c'est ça? C'était les nazis. Cette fois-ci, ce sont les Ukrainiens qui ont conquis entre 1000 et 1500 km² dans la région de Koursk. Par ailleurs, et quasiment symétriquement, les Russes ont, eux, avancé des positions très fortes dans la région de Donetsk et sont en passe de conquérir des points névralgiques. Et ma question, c'est est-ce qu'il y avait un effet de balance? Est-ce que ces conquêtes peuvent signifier la possibilité d'une négociation ou au contraire, comme certains disent, c'est le début de la fin pour l'Ukraine? Laurent Arthur Duplessis. Le début de la fin pour l'Ukraine, à mon sens. En effet, l'offensive ukrainienne vers Koursk, qui est maintenant d'ailleurs stagnante, parce que les Russes ont augmenté leurs troupes dans le coin, elle est un trompe-l'œil. C'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. Que la Russie ait autorisé, laissé faire ça. Mais je me demande dans quelle mesure c'est pas un piège tendu par les Russes. Justement, il faut se souvenir que le maréchal von Manstein, qui dirigeait les troupes allemandes sur le front de l'Est, avait reculé de 350 km dans la région de Kharkov, ce qui avait entraîné l'armée rouge à le poursuivre, ce qui avait distendu les lignes logistiques de l'armée rouge, et ensuite von Manstein l'avait prise à revers et l'avait anéanti. C'est enseigné dans toutes les académies militaires du monde entier, ça. C'est ce qu'ont fait les Russes avec Koursk. Maintenant, ce corps expéditionnaire ukrainien qui a mobilisé les meilleures troupes et les meilleurs matériels se retrouve pris au piège. Et pendant ce temps, le front du côté de Prokhovsk, dans le Donbass, a été assez dégarni par les Ukrainiens. Ils ont ensuite ramené précipitamment des troupes, mais enfin tardivement. Et ce front est enfoncé par l'armée russe, au point que, comme vous l'avez très bien dit, Franck, le Prokhovsk, lieu névralgique, qui conditionne la logistique de toute l'armée sud ukrainienne, ce front est en train de s'effondrer. Et c'est là que réside le centre de gravité du rapport de force militaire entre Russes et Ukrainiens. C'est pas à Koursk du tout. Donc vous avez un œil plutôt pessimiste, enfin en tout cas, vous pensez que c'était une avancée paradoxalement dans la direction pour les Russes. Oui, d'ailleurs, beaucoup de commandants ukrainiens sur le front du Donbass sont extrêmement critiques vis-à-vis de l'offensive de Koursk, en disant qu'est-ce qu'on est allé foutre à Koursk au lieu de renforcer notre front ici, dans le Donbass, parce que ce front, il craque. Et il craque d'autant plus que la mobilisation ukrainienne
des nouvelles classes d'âge est un échec complet. Complet. Les jeunes se défilent au point parfois d'envoyer des cocktails Molotov sur les voitures des sergents recruteurs, etc. Alors les médias occidentaux n'en parlent pas parce qu'ils sont totalement au service de la propagande ukrainienne. Hein. Il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre, et ben voilà. Mais cette mobilisation est un échec complet. Quand vous avez des gars de plus de 50 ans sur le front. Bien sûr. Pas côté russe, à votre avis, pas du tout. Beaucoup pas moins. Du tout. Non, mais parce que vous parlez de propagande américaine et ukrainienne, je veux bien, mais vous êtes parfaitement ouvert à tout ce qui est propagande russe. Ayez le même discernement d'un côté que de l'autre. C'est tout ce qu'on demande en tant que Français. En tout cas, le front en Ukraine, du côté ukrainien, le front est en train de s'effondrer dans la région du Donbass. Après le reste, on peut discuter sur l'âge du capitaine. Théoriquement factuel, mais quand vous parlez de pièges, par exemple pour course, je veux bien. François de Voyer. On nous annonce côté pro-russe. Moi, je n'ai pas d'avis. Je suis pas pro-russe ou pro-ukrainien. Je suis français. Je suis objectif. Simplement, on nous annonce depuis plus de 2 ans et demi maintenant que les Ukrainiens vont céder dans les 3 jours. Ça fait. Je pense qu'on peut retrouver les émissions enregistrées Tête à Clash et bien d'autres. On retrouvera les mêmes qui vous diront dans 3 jours ou dans 3 semaines, c'est terminé, l'Ukraine est à plat. Je rappelle d'ailleurs que on vient de se rendre compte, là ça a fait un gros titre, que l'Ukraine avait perdu la moitié de ses chars Abrams, donc offerts par les Américains. On voit ce que pèse l'aide américaine. 30 chars Abrams, donc 14 sont déjà détruits, sur près de 1000 chars ukrainiens détruits depuis le début du conflit. Environ 4000 côté russe. C'est pas ça qui fait franchement peser la guerre. J'ai eu la chance d'avoir un échange avec un grand géopolitologue et qui a participé à de nombreuses guérillas, Monsieur Chalian, qui nous disait la seule force d'un petit peuple comme celui de l'Ukraine face à un grand peuple comme celui de la Russie, j'entends en taille de nation et de puissance militaire, c'est la volonté de résister. La réalité, c'est que si l'Ukraine ne s'était pas réveillée enfin en tant que nation, ce qui a été paradoxalement l'effet de l'offensive russe échoué à Kiev, cristalliser une nation, voilà, on a assisté à la naissance d'une nation qui n'existait pas auparavant, ça on est bien d'accord. Eh bien, c'est devenu, ce peuple est devenu une nation, et je vous assure que vu ce qu'ils subissent depuis 2 ans et demi, ça fait longtemps qu'ils auraient lâché s'ils se sentaient tous pro-russes. Comme on aurait lâché aussi en 39-45 s'il n'y avait pas un groupe Bien de sûr. résistants qui s'est élevé devant l'avalanche, entre guillemets, le rouleau compresseur allemand qui arrivait de partout. Donc ça prouve bien quelque part que quand les gens ont la volonté de résister, même s'ils sont pas nombreux, on peut quand même gagner. Je veux juste soulever un point par rapport à ce que tu as dit qui me paraît un peu fou. Je veux dire, moi aussi, j'ai quelques contacts en Russie, j'ai quelques contacts en Ukraine. Je veux dire, pour essayer de recruter des Russes pour rentrer dans l'armée, aujourd'hui, ils courent, hein, et ils renforcent les lois. Donc c'est pas seulement du côté ukrainien, c'est aussi du côté russe. Et la formation des soldats russes est désespérante. Donc c'est une grande nation, etc., qui en fin de compte n'a pas forcément les moyens de son action. Donc moi je suis ni russe ni ukrainien. Je pleure pour les peuples russes et je pleure pour les peuples ukrainiens qui sont en train de se faire massacrer pour des raisons économiques et monétaires de certains grands qui font du pognon sur le dos de la guerre. Mais je refuse de dire qu'il y en a un qui a tort et l'autre qui a raison. On va faire un premier tour de table. Hein. Jacques Georges. Oui, moi j'aurais une vision un petit peu différente. Je me dis que cette opération, est-ce qu'on est près de la fin de la guerre ou est-ce qu'on en est au contraire le plus loin possible? Ça dépend de la psychologie des observateurs, parce que on peut penser, moi je pense que d'un point, qui a voulu la guerre? On sait clairement, enfin à mon avis, pour moi c'est clair que c'est l'OTAN qui a voulu la guerre et qui l'a obtenue. Le poisson... Celui qui a appuyé sur le bouton, c'est quand même la Russie. Hein. Oui, celui qui a envahi le territoire, c'est quand même celui qui a répondu à la menace, c'est effectivement le Russe. Mais celui qui a voulu la guerre, qui l'a organisée depuis 2014 et voire avant, c'est quand même, il est clairement identifié, il n'est pas du côté russe. Mais je trouve que justement, les buts de cette guerre ont été tellement atteints et même dépassés. Je trouve absolument, c'est un miracle cette guerre d'Ukraine pour les Américains, pour les bellicistes, disons. C'était extraordinaire ce qui s'est passé. Le poisson russe a mordu à l'hameçon. Le lien UE-Russie, qui est vital pour l'UE, est coupé pour 20 ans. Bon, l'économie de l'Union européenne est foutue pour 20 ans aussi, parce que la réindustrialisation dont nous parlons est foutue.
parce que simplement, ce sont les Américains qui feront les prix de l'énergie. Bon, je dirais que l'OTAN est renforcée. L'OTAN était subclaquante, selon notre président génial, il y a quelques années, et maintenant elle est en pleine santé. La Finlande, la Suède l'ont rejoint, et maintenant l'OTAN est florissante et vraiment irremplaçable, et on parle plus d'ailleurs de politique européenne de défense, etc. C'est un miracle, c'est extraordinaire. Je trouve donc que ça, Biden... c'était les buts de guerre côté OTAN ou côté américain. Oui, mais les buts de guerre côté russe, c'était quoi finalement? C'était de renverser le pouvoir. C'était défensif. La Russie voulait récupérer ce qui dans l'Ukraine n'était pas ukrainien. Voilà, c'est tout. Pardon, ils ont essayé. Moi, je voudrais quand même qu'on se rappelle. On n'envahit pas un pays avec 100 000 hommes à une frontière comme ça ne s'était pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale en étant défensif. C'est pas vrai. Et on n'envoie pas surtout des troupes d'élite à Kiev pour renverser le pouvoir. Ça a été fait avec beaucoup de légèreté. Et ça, de ce point de vue-là, Poutine me déçoit un petit peu. Mais enfin, bon, bref, il a chacun ses erreurs. C'est une virgule de quelque chose d'important. Je veux dire, c'est pas défensif, c'est eux qui ont attaqué. Donc tu peux pas dire que c'est défensif. Explique-moi comment c'est défensif quand tu rentres dans un pays de façon... non, on parle sérieusement quand même. On parle sérieusement. Je pense que je parle sérieusement. Je suis pas sûr que toi qui voulait la guerre, qui a intérêt à la guerre, qui bénéficie de la guerre, s'il vous plaît. C'est pas le problème de bénéficier. Tu emploies des mots et les mots sont importants. Quand tu dis que la Russie était défensive, non, la Russie a attaqué. Après, tu peux mettre tout ce que tu veux derrière, mais c'est un fait factuel. Je suis d'accord. On est d'accord, donc commence par parler de ça. Parce que c'est le belligérant qui a attaqué, c'est bien réussi. Parce que je vais te dire, il y a un truc qui s'appelle la diplomatie quand t'es pas d'accord et quand on essaye de te rouler la tête. Donc pourquoi on n'a pas employé la diplomatie pour régler les problèmes de la Russie? Elle a fonctionné pendant quand même de 2014 jusqu'à 2022. La diplomatie, c'était une rigolade. Non mais excuse-moi. Bon, donc avec la complicité de la France et de l'Allemagne d'ailleurs. J'adore les gens qui s'obstinent dans leurs erreurs. J'adore. Tu ne reviens pas sur le fait que c'est la Russie qui a attaqué. Il y a les causes apparentes et les causes réelles. Voilà. Il faut savoir que depuis 2014, les accords de Minsk n'ont pas été appliqués avec le je m'en foutisme de Hollande et Merkel, qui ont même avoué d'ailleurs qu'ils n'avaient pas l'intention d'appliquer les accords de Minsk, qu'ils voulaient simplement laisser à l'armée ukrainienne le temps de se préparer à la guerre. Alors il y a les causes apparentes, superficielles, puis il y a les causes structurelles et profondes, que Jacques vient de décrire parfaitement bien. Tu viens de dire laisser l'Ukraine... Pas tous ensemble. Tu viens de dire laisser l'Ukraine se préparer à la guerre. Oui. D'accord. Donc ça veut bien dire que quelque part, ils avaient peur que la Russie attaque. Ça veut dire que Washington la voulait, cette guerre. Mais il faut quand même pas être bené, naïf. Oui, mais pardon, si Poutine est un si grand stratège, il l'a donné en plein dans la stratégie américaine. Il a été léger sur ce plan-là. Il a commis une erreur, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas lui qui a l'initiative. Biden est le plus grand président américain de ce siècle parce qu'il a réussi quelque chose d'extraordinaire. Il a fait tout ce que je viens de dire là. Mais c'est pas fini. On va pas arrêter la guerre parce que c'est tellement une réussite que ça va continuer justement. François Devoyer, après on va basculer sur un... Ceux qui décident de déclarer la guerre et de faire rentrer le monde dans une véritable boucherie ont toujours de bonnes raisons de le faire. Hein. Oui. Citez-moi une seule guerre où quelqu'un va dire je suis très méchant, j'ai envie d'être très méchant avec mon voisin. Il y a toujours d'excellentes raisons sous-jacentes. Il y a toujours d'excellentes. A eu raison de lancer une guerre physique. Ça, je suis d'accord complètement. Donc si on admet déjà que c'est une faute, pas une erreur, une faute. Non, pas que des perdants quand même. Les Américains sont gagnants, mais nous on est perdants. Nous les Européens on est perdants et la Russie est perdante aussi. Nous sommes d'accord. Alors justement, est-ce que les conditions de la paix commencent pas à se réunir? Je m'explique. Il y a des milliers de kilomètres, un peu plus de 1000, 1500, conquis du côté russe, avec beaucoup de soldats, côté ukrainien, avec beaucoup de soldats russes qui ont été faits prisonniers, qui sont donc une monnaie d'échange. Il y a de l'autre côté des dégâts considérables et des terres conquises par la Russie. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'équilibre qui est en train de s'établir, qui permettrait de commencer à envisager une négociation ? Jacques Georges. En deux mots, hein. Moi je pense que
c'est une possibilité et c'est un souhait très fort que j'ai, naturellement, mais ça va pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que la dynamique lancée est tellement extraordinaire, c'est un succès tellement américain, tellement extraordinaire, ils vont continuer sur la même lancée. Et ils vont continuer dans quelle direction? Maintenant, c'est la Chine. On commence d'ailleurs à sentir que la Chine n'est plus très bien venue. La Chine est de plus en plus critiquée. Et on est en train de nous amener, nous les Européens, complètement colonisés par l'Amérique, on est en train de nous faire anti-chinois après nous avoir fait anti-russes. Oui, voilà. Si on comprend bien, la Chine va attaquer Taïwan et ce sera à nouveau de la faute des États-Unis. C'est bien ça. Non, en fait, c'est fou parce que vous me rendez pro-américain. Je pense qu'il n'y a pas plus critique sur ces 30 dernières années de la politique américaine. J'ai toujours essayé de faire agir face à la propagande américaine extrêmement efficace, extrêmement doucereuse et extrêmement perverse. J'ai toujours essayé de vraiment mettre en branle tout mon esprit critique. Mais là, franchement, parfois, quand j'entends des propos pareils, j'ai envie de me jeter dans leurs bras, de se dire, mais finalement, heureusement qu'on n'est pas sous la main des Russes ou des Chinois. J'ai travaillé pendant des années dans une trop grosse boîte américaine, des positions de direction. Je connais bien les Américains, je les ai pratiqués. Ils les aiment bien. C'est pas tous ensemble. T'es pas anti-américain, mais tout est de la faute des Américains. Les bellicistes sont d'un côté. Tout est de la faute des Américains, c'est évident. Je dis pas que les Russes sont des anges, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas d'impérialisme russe, je dis pas ça. Mais si la Chine va envahir Taïwan, excuse-moi, je rejoins François, si la Chine, quand la Chine va envahir, les bellicistes sont clairement d'un côté. Voilà, quand la Chine va envahir Taïwan, parce qu'à mon avis, elle va le faire incessamment sous peu, elle va le faire à un moment donné, ça sera pas forcément de la faute des Américains, tu sais. J'ai pas dit ça. Hein. En même temps, est-ce que justement le paradoxe de cette guerre, même si je vois bien que vous voulez pas aller sur le terrain de la paix, peut-être parce qu'en réalité les conditions, contrairement à ce que je pense, ne sont pas réunies, mais est-ce que justement fort de l'expérience d'un peuple qui résiste, d'un peuple numériquement inférieur, en termes de capitaux inférieurs, en termes d'armée, de puissance inférieure, finalement les gains russes sont extrêmement faibles. On peut dire que l'offensive russe, elle est très mauvaise en termes de résultats. Et est-ce que c'est pas un enseignement pour les Chinois qui se disent finalement j'envahis Taïwan, qu'est-ce que je vais y gagner? Alors il faut bien voir une chose, les Russes ne raisonnent pas en termes de kilomètres carrés conquis, ils raisonnent en termes de guerre d'attrition, de hachoir à viande comme on dit cyniquement. Okay. Il y a d'un côté 144 millions d'habitants, il y a de l'autre côté même pas 30 millions d'habitants parce que beaucoup d'Ukrainiens ne sont pas en Ukraine. Et notamment les plus jeunes sont souvent à l'extérieur de l'Ukraine. Donc dans une guerre d'attrition, la puissance démographique la plus faible ne peut pas l'emporter sur la plus importante. Oui, mais enfin, ça fait 2 ans et demi que ça dure. Oui. Alors, on ne parle jamais, on parle toujours des pertes russes, des prisonniers russes, on parle jamais des morts ukrainiens et des prisonniers ukrainiens. On n'entend jamais parler. Si, on parle des deux, je vous assure. Oui, par ailleurs, dans les deux cas, c'est 2 pays avec des démographies absolument catastrophiques, des taux de natalité lamentables. Bravo, vraiment, quelle belle stratégie la guerre d'attrition en ce moment. C'est vrai que l'Europe a vraiment besoin de ça. C'est très malin. Là, on est 100% d'accord. Et vous sous-entendez tout de même que si la Russie l'avait souhaité, elle aurait pu écraser l'Ukraine en 15 jours, et bien franchement, ça aurait été beaucoup mieux pour tout le monde. Que ne l'a-t-elle pas fait? La réalité, c'est qu'elle n'en est pas capable, parce que les Russes n'en veulent pas non plus de cette guerre. La réalité d'aujourd'hui, c'est que l'armée ukrainienne est à bout de souffle sur le plan du recrutement. Ça fait quand même, Laurent, ça fait quand même presque 2 ans et demi que l'on entend ça. Hein. C'est étonnant. Hein. Et l'hiver arrive et ils n'auront pas eu la seule lueur d'espoir que je vois, et je vais conforter Jacques et mon petit camarade, c'est que nous, occidentaux, russes, américains, français, américains, français, etc., on n'a plus beaucoup d'armes à vendre. Donc, du coup, ça va peut-être clore le débat. Parce que comme on en a refilé beaucoup et qu'ils vont rembourser pendant pas mal d'années, là, on n'a plus grand-chose. Hein. Les Rafales, on n'a plus des masses. Les chars, on n'en a plus des masses. Donc, c'est peut-être là que la guerre va s'arrêter. Et de même, on voit une chose, c'est que les Russes, que les Américains ont rejetés dans les bras des Chinois, Iraniens et autres, ont des appuis. Les Iraniens livrent une centaine de missiles balistiques à courte portée qui vont jouer un rôle crucial sur le front puisque ça va libérer les missiles russes balistiques à plus longue portée pour aller bombarder plus à l'ouest.
Et pendant ce temps, les missiles iraniens à courte portée vont écraser encore plus les malheureux Ukrainiens sur le front du Donbass. Oui, mais est-ce que ça s'équilibre pas avec l'arrivée des F-16, avec un certain... pacotille, les F-16, il y en a 5. Il y en avait quoi, 6? Il en reste 5, je crois. Les pilotes ukrainiens se comptent sur les doigts des deux mains, ceux qui sont formés. Et d'autre part, dès que les F-16 arrivent sur des aérodromes ukrainiens, ils sont anéantis par les tirs de missiles russes. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que les Ukrainiens les déplacent sans cesse et les font décoller ou atterrir sur des autoroutes. Voilà, mais enfin ça, c'est le terme de la propagande ukrainienne. Si on juge quelqu'un à ses amis, en tout cas, on peut se dire que la Russie, là encore, qui est un pays que j'admirais énormément avant cette invasion, si on en juge par ses alliés les plus solides, c'est glorieux. La Corée du Nord, vraiment, quel exemple de démocratie, vraiment un pays exemplaire. On a tous envie d'habiter, et l'Iran également, qui s'est vraiment couronné ces dernières années par une volonté d'apaisement dans tout le Proche-Orient. Comme l'a dit Jacques tout à l'heure. C'est quand même fou. C'est subi, c'est moins voulu que subi. Bon, quand on est attaqué... Mais est-ce que c'est pas l'alliance des dictateurs, hein? Oui, enfin bon, d'accord, oui, mais enfin ça c'est pas un choix, c'est pas un choix. D'accord comme ça, pas grave. Je veux dire quand même, la Russie si grande d'après vous, la Russie si forte, elle est obligée d'aller demander de l'aide à la Corée du Nord et aux Iraniens. Corée du Nord, enfin sérieusement. Moi je crois que la Russie elle n'a pas mis tout le paquet parce que elle n'a pas la motivation pour attaquer justement la Russie. Elle est défensive. Elle est défensive, elle n'est pas attaquante. Mais l'attaquant, elle n'a pas le choix. Ce sont leurs cousins, les Ukrainiens. Sur le principe, simplement. Allez, ce sera le mot de la fin. La Russie si grande, si forte, si puissante, si hégémonique, elle a besoin de l'informatique de la Corée du Nord et des drones et des missiles iraniens. Ça te pose pas une question? Moi, ça me pose grave question. Même si je suis pas pro-américain, je suis loin d'être pro-américain. Pourquoi les États-Unis ont besoin des pays européens, les mobilisent? Mais là, on est en train de parler de démocratie. Chaque puissance a on est des en train de parler alliés. de démocratie parce que le combat se fait sur le terrain européen. Chaque puissance a des alliés. Enfin, c'est une évidence. On est en train de parler de démocratie et de dictature. La Corée du Nord et les Iraniens, à ce que je sache, je suis peut-être naïf, c'est pas forcément des démocraties qui donnent la liberté aux gens et la liberté. C'est un autre sujet, c'est décousu ce que tu dis. L'Ukraine c'est une démocratie, alors là c'est une rigolade carrément. Mais tu vois, si c'est pas une démocratie, ce n'est pas une dictature. Je crois que l'Ukraine est probablement le moins démocratique de tous ceux dont on vient de parler. Non, arrête, tu peux pas dire que l'Ukraine est moins démocratique que les Iraniens. Tu peux pas dire que l'Ukraine est moins démocratique que la Corée du Nord. Mais pourquoi à chaque fois tu fais bon d'accord? On va s'arrêter là. Jacques, on va s'arrêter là. C'est certain qu'on va reparler de ce sujet-là, en espérant que pour la prochaine émission, il y ait une lueur d'espoir, parce que ça fait quand même... beaucoup de morts pour pas grand-chose. Exactement. Voilà, c'est mieux dit que ce que j'allais dire. Allez, à tout de suite, dans quelques secondes pour le round numéro 2. À tout de suite, donc... Rebonjour, round numéro 2, les JO et leur bilan. Alors, les JO viennent de se terminer. Certains disent que c'est un 20 sur 20, que c'est une réussite sans ombre aucune. Et d'autres me disent que c'est une honte. Voilà, c'est très bien. C'est Philippe qui m'a dit son point de vue hors antenne, et je voudrais le laisser s'exprimer là-dessus. Eh ben là, il y a l'apparence. Je vais reprendre les termes, mais il y a la réalité. L'apparence des jeux, c'est beau, c'est merveilleux. Il y a des étoiles, ça brille. Il y a des belles images, ça passe à la télé. Il y a des retransmissions dans le monde entier. Il y a des images d'émotion d'athlètes qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes, ou qui se battent comme des fous, etc., pour gagner 80 000 euros, qui, en plus, sont indexés sur leurs impôts par un ministre qui a dit que c'était pas bien alors que c'est lui qui l'avait voté, qui s'appelle David Douillet. Mais quand on regarde la réalité des Jeux Olympiques, pour moi, c'est les Jeux du cirque. Il y a des tas de problèmes autour. Il y avait des barrières. Pour aller assister aux Jeux, il fallait payer. C'est uniquement un business, les Jeux Olympiques, maintenant. C'est uniquement du fric. Vous vous rendez compte que dans les Jeux Olympiques, on ne pouvait se servir que d'une seule carte bancaire. Toutes les autres étaient interdites. Il y avait des accords. Que vous pouviez pas avoir payé autrement. C'était bizarre. Oui, mais c'est quoi ce truc-là populaire? Il y a des endroits où pour aller voir les Jeux, il fallait payer 1 500 € la place.
Oui. 1500 € la place. Ils ont mis des barrières pour que les gens qui n'avaient pas d'argent ne puissent pas voir à 2 mètres d'eau et qui puissent pas regarder par-dessus. Ces jeux, 1,4 milliard, 1,4 milliard pour soi-disant dépolluer la Seine, alors que c'est un gros mensonge et qu'ils se sont arrangés pour qu'en amont, ils arrêtent tout pour que la Seine soit un petit peu moins polluée. C'est ça des trucs populaires? Moi, je deviens fou quand j'ai vu ces jeux. 45 000 bénévoles qu'ils ont été chercher, les SDF qu'ils ont virés de Paris, que pour pas qu'on voie la saleté, entre guillemets. Il n'y a rien à sauver dans les JO pour vous, Philippe? Mais si, il y a des belles images, il y a des sportifs, j'en veux pas aux sportifs, mais ce n'est plus du sport. C'est uniquement du business pour certains particuliers. Le fric que se sont fait certaines personnes qui ne sera pas redistribué. Parce qu'à la limite, moi, je peux comprendre. Vous parlez de qui? Je parle du des patron, entreprises, des entreprises, du patron qui touchait 450 000 € à l'année en se facturant, en montant une société, en refacturant à l'association, alors parce qu'il n'avait pas le droit, alors qu'il y avait eu 45 000 $, alors qu'ils ont viré les étudiants des Crous. Ils les ont virés, les envoyés sans leur donner un relogement. Que quelque part, en plus, pour la petite histoire, quand ils ont logé des policiers dans les logements d'étudiants, les policiers ont dit, on ne bouge pas là, c'est insalubre. Ils ont reconnu que c'était insalubre, les logements des étudiants, et ils ont relogé les policiers ailleurs. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait des étudiants qui étaient dans des logements insalubres, qui vont retourner dans le logement insalubre parce qu'ils les ont mis ailleurs pour les faire dormir. Mais ils n'ont pas nettoyé les logements des étudiants qui vont revenir. Les Jeux Olympiques, c'est les Jeux du cirque. On a mis les gens au milieu des arènes, on a fait des lions, des chrétiens, les gens étaient heureux, ils ont été contents, et quand ils sortaient, on a retrouvé tous leurs problèmes. Et pendant ce temps-là, il n'y avait pas de gouvernement. Et pendant ce temps-là, les gens crevaient toujours de faim. Mais il y a des belles images. Okay. Et je termine là-dessus, c'est qu'en plus, il y a des digressions. Moi, je vois les Jeux Olympiques pour les gens valides, Céline Dion, là, je sais pas quelle chanteuse. Vous parlez de l'inauguration, hein? La fin. Lina Lamour. La fin avec, comment il s'appelle, l'acteur de la scientologie, là. Tom Cruise. Je dis bien l'acteur de la scientologie. Tom Cruise, qu'on a fait, mais. Ça, c'était le passage de relais entre Paris et Los Angeles. Parce que ces gens-là qu'on a payé très cher, quoi qu'on en dise. Mais pour les handicapés, j'ai vu Céline Dion. J'ai vu Tom Cruise. Ah, vous aviez écrit. Ah oui, mais l'étage en dessous. Ah bah oui, mais un petit peu en dessous, parce que les handicapés, c'était. David Guetta, David Guetta qui commençait un peu has-been. Pour les handicapés, on avait un petit peu moins. Okay. Il y a eu moins de couverture médiatique, il y a eu moins de journalistes importants qui ont commenté les Jeux paralympiques, il y a eu moins d'émissions. Okay, tout ça, c'est une honte. Alors, Jacques, pardon. J'ai le sentiment que vous n'étiez pas d'accord. Sur le dernier point, je suis moins d'accord. Mais quand même, globalement, je suis d'accord. Je pense que le rapport entre les Jeux Olympiques, entre la beauté des corps, la référence et la référence à l'Antiquité grecque, au dieu du stade, genre Leni von Riefenstahl, et puis ce qu'on a vu, ça n'a aucun rapport. C'est même l'opposé. Ce spectacle grotesque de l'entrée, moi, me fait gerber, franchement. Vous avez trouvé le défilé sur la scène grotesque? Honnêtement, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé, j'ai regardé a posteriori, oui. ce qui m'a énormément choqué et m'a confirmé dans ce que j'attendais. Bon, mais entre ce qu'est l'olympisme de Coubertin, auquel je suis tout à fait admiratif et tout à fait. Il y a même d'ailleurs un membre de ma famille, de ma famille proche qui a concouru et qui a d'ailleurs n'a pas été médaillé, mais qui est arrivé 4e tout en battant un record d'Europe. Dans quelle discipline? 3000 mètres. Alice Finot. Elle est un petit peu célèbre d'ailleurs de ce fait. Elle est de ma famille très très proche. Et bon, donc je la connais, je connais. Bon, je trouve que ces gens-là individuellement pris un par un, quelle que soit leur origine, ce sont des gens certainement de grande qualité et je leur tire mon chapeau. Bon, ceci étant dit, entre ces valeurs de l'olympisme et puis ce qu'on a vu, il y a pour moi, non seulement il n'y a pas de rapport, mais il y a opposition. Voilà, c'est tout. Alors, je crois qu'il y en a un qui est enthousiaste. Oui, alors, mesuré, disons que je rejoins Philippe. Ce sont, bien entendu, les Jeux du cirque. Oui, du pain, des jeux, les gens ont besoin de ça. Est-ce que pour autant, il y a quelque chose de structurellement différent dans ces Jeux de 2024 par rapport aux dizaines de siècles précédents, parce que c'est vieux à minima comme l'Empire romain, je n'en suis pas sûr. Est-ce que d'ailleurs les Jeux du cirque sont d'autant plus grandioses qu'une période est décadente ?
Je n'en suis pas sûr, puisque Rome, à son apogée, avait les jeux aussi les plus sanglants, dégoûtants, chers, qui rendaient le peuple plus servile encore. Donc, moi, j'y vois davantage une parenthèse enchantée, sans être naïf. Oui, bien sûr, c'est un événement commercial, bien entendu, qui a coûté cher, moins cher que la plupart des jeux de ces dernières années. Qui a rapporté tout de même 0,2 ou à 3% du PIB d'après ce que l'on lit ici et là. Ce que je peux observer, et tout de même qui a fait du bien, c'est que oui, il y a eu une trêve pendant 3 ou 4 semaines, trêve olympique si on veut, mais où j'ai vu les gens heureux de regarder des athlètes, être fiers de leur pays, agiter leur drapeau, avoir les couleurs peintes sur les joues, ne s'engueulant pas ou un peu moins, se retrouvant devant des spectacles communs. Alors, ça paraît effectivement petit, mesquin, c'est pas grand-chose, mais dans le contexte absolument sinistre depuis plusieurs années, en France en particulier, dans l'Occident en général, je trouve que c'était une respiration. Dernier point, sur les Jeux paralympiques, alors, il y a 2 écoles, effectivement. Soit on se dit, oui, c'était toujours un peu moins bien. On peut aussi voir l'autre côté du verre. Ça n'a jamais été à ce point proche en termes de qualité d'organisation des Jeux olympiques classiques. Donc la France, de ce point de vue, a fait bien mieux qu'auparavant. Mais oui, on sent tous bien, il y a une forme d'hypocrisie. Est-ce que le cécifoot, à quel point, alors quel est le degré de malvoyance qu'il faut avoir, etc. Dans quelles conditions, avec des scènes parfois... Voilà, j'ai beaucoup de mal à avoir de la distance. C'est ça, par instant, c'était gênant. Nous qui sommes valides, c'est gênant de voir certains handicapés. Enthousiasmant, bien sûr. Voilà, c'est délicat. J'avoue que j'ai pas franchement pour recul une pour fois, alors que les handicapés sont cachés dans la ville, c'était ils sont toujours cachés derrière mais les Olympiques. moi, il me semble que non. Est-ce que Il me semble que ça a derrière, avancé les accès aux personnes handicapées dans les édifices publics vont être améliorés? Est-ce que franchement, ils sont... Alors, je travaille dans le handicap. Ouais. Je vais vous dire très franchement, le vrai problème, c'est que les Jeux paralympiques vont encore mettre, j'allais dire, en avant, c'est terrible ce que je veux dire, hein, les personnes en fauteuil roulant. Les personnes en fauteuil roulant, c'est 2% des personnes à mobilité réduite. Oui. Si on veut parler de ce qui va mal en France, alors attaquons-nous au problème de la santé mentale, qui est totalement, mais absolument livré à l'abandon le plus complet. Les gens sont obligés d'envoyer leurs enfants trisomiques ou souffrant de handicap en Belgique, etc. Et oui, en ratio, par rapport à ces problèmes-là, les personnes à fauteuil roulant, je vais pas vous dire qu'ils ont de la chance, qu'ils sont bien traités, etc. Mais les infrastructures, la possibilité qu'on leur offre à travers les infrastructures, le suivi médical sont considérables comparé au délaissement et à l'abandon des personnes ce que j'ai découvert personnellement pendant ces jeux, c'est la très grande difficulté d'adapter le métro parisien. Mais c'est parce impossible. qu'il est très ancien. C'est impossible. Il faut et que ça coûterait des fortunes. Ce serait beaucoup moins cher d'offrir des taxis pour les gens qui veulent se déplacer que d'aménager tous les métros. Je me porte en faux, parce que là aussi, c'est un dossier que j'ai un peu creusé. Ok, les infrastructures anciennes ne sont pas adaptées, ça coûte très cher. Mais tout ce qu'on construit de nouveau, il y a des lois qui disent que normalement, on doit le faire. Et ils ne le font pas. Oui. Et il n'empêche que quand on prend le bus en tant que personne à mobilité réduite, maintenant, tout est fait pour que ça se passe bien. Même chose dans le TGV. Voilà, on a avancé. Allez, on revient sur les JO. Laurent Arthuis-Duplessis. Pierre de Coubertin avait conçu les Jeux Olympiques avant tout pour porter une charge symbolique très très forte devant le monde entier, devant l'humanité. Voilà. Or, là, on a pu constater 2 choses pour les Jeux Olympiques qui viennent de s'écouler. Premièrement, Pierre Coubertin voulait, comme les Grecs de l'Antiquité, que les Jeux Olympiques soient une trêve dans les conflits entre les cités grecques, Dieu sait si elles s'affrontaient beaucoup, et que toutes les cités soient représentées sur les stades olympiques. Et là, vous allez parler de la Russie qui était absente, bien sûr. C'est la grande nation sportive. La première lacune gigantesque. Deuxième lacune gigantesque, ou plutôt secondairement, la cérémonie inaugurale. Il y a eu cette fameuse scène inspiré de la scène du Christ avec les apôtres, quoi qu'en aient dit les organisateurs qui ont voulu nier, et qui a été une ode au wokisme. Bon. Le monde entier s'est élevé contre ça. Même Erdogan,
lui-même a dit « Ah, mais c'est une insulte faite aux chrétiens, etc. » Dans un esprit d'olympisme, qui est un esprit fédérateur, unificateur et pacificateur, et aristocratique, avoir mis une telle charge... Parce que vous ne croyez pas à ce qu'ont dit les organisateurs en disant en fait la scène on n'y a même pas pensé, pour nous c'était dionysiaque. Alors ou bien ce sont des abrutis complets, ce que je ne crois pas du tout, ou bien ils se sont défaussés après coup parce qu'ils ont vu à quel point il y avait des réactions partout dans le monde qu'ils ont fait marche arrière. Enfin, Philippe Catherine quand même n'était pas dans une position de Jésus, il était clairement dans une position de Dionysos. Pardon, on joue sur l'ambiguïté. On joue complètement sur l'ambiguïté. Tu es en train de toi-même de faire du wokisme. Ah oui. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Moi, honnêtement, parce que je dirais aujourd'hui, le moindre truc, ça prête à confusion, ça prête à interprétation, ça prête à condamnation. Le moindre truc que tu fais, le moindre geste, la moindre parole. Là, c'est pareil. Moi, j'ai rien. Le monde entier, donc, est tombé dans l'errement. Mais oui, parce qu'après, c'est le phénomène d'entraînement médiatique. Alors ça tu sais, c'est la boule qu'on met en haut, la médiatique qu'on met en haut de la montagne, qui roule et tout le monde la reprend. On la vérifie pas, mais on la reprend. Moi, cette histoire-là, tu veux que je te dise? J'ai pas vu, moi, une histoire de la scène, une insulte aux chrétiens. J'ai vu un truc mauvais. Point barre. Et je passe à autre chose. Vous parlez de cette scène-là ou de tout le défilé sur la scène? Mauvais goût, mal joué. Voilà, c'est tout. Et puis je passe à autre chose. En fait, surtout, je crois qu'elle est restée à l'antenne. Moi, j'ai regardé la cérémonie de A à Z et j'ai trouvé cette scène pénible, non pas parce qu'elle représentait, je dois vous dire que j'ai pas pensé à la scène, mais tout simplement parce qu'elle revenait en permanence à l'image, et je crois que c'est dû au fait qu'il y avait une pluie battante qui a annulé énormément d'autres choses qui devaient arriver, et que finalement, il n'avait que ça à se mettre à l'image. Il a fait des rajouts, des plans de coupe, parce qu'il avait rien d'autre à foutre. Voilà, c'est ça. Mais c'était malheureusement, et malheureusement, les plans de coupe n'étaient pas sur ce qu'il y avait de mieux. Jacques Georges, et ensuite François de Voyer. Coubertin et Guy Debord, la société du spectacle, c'est incompatible. Pour moi, c'est l'opposé. Pour moi, les vertus de l'olympisme version Coubertin, j'adhère à 100% et j'admire et je trouve ça magnifique. Maintenant, la société du spectacle version Guy Debord, pour moi, c'est une aberration. C'est une horreur. Voilà, c'est tout. Et je voudrais citer, d'ailleurs, si vous me permettez, Elisabeth Lévy dans Causeur, vous voyez que j'ai de bonnes lectures. On vous félicite. Dommage que la niaiserie médiatique ne soit pas une discipline olympique, on aurait raflé toutes les médailles. Et je trouve que ça résume bien exactement ce que je pense. Ça m'étonne pas d'Isabelle. Le dernier point où je suis foudrage sur les Jeux Olympiques, c'est le ticket de métro à 4 €, quoi. Oui, ça. Il y a un moment, il ne faut pas déconner, c'est un scandale. Vrai scandale. Profitez des Jeux Olympiques pour foutre le ticket de métro à 4 €. J'en profite pour faire François de Voyer. Et justement, vous citiez Elisabeth Lévy, cher Jacques Georges. J'avais fait un plateau 2 jours avant l'ouverture avec elle. Elle a le caractère qu'on lui connaît, donc c'était les JO, c'est nul, la cérémonie va être nulle, tout va être raté, etc., etc., etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas, parfois, à droite ou ceux qui s'en revendiquent ou ceux qui s'en rapprochent d'une manière ou d'une autre, en finir avec cette espèce de perpétuelle désolation où il faut absolument cracher sur les plats qu'on nous passe, qu'ils soient bons ou mauvais, avant même qu'on ait soulevé la cloche. Voilà. C'est fatigant. C'est-à-dire que oui, par exemple, la cérémonie, il y avait des choses choquantes, bien entendu. Moi, j'ai davantage été choqué parce que j'ai des parents, des amis qui sont parents, par la scène du trouble. Parce que, par exemple, pour des enfants de 10 ans, quand on voit donc je sais plus, c'est 2 femmes, un homme, ou 2 hommes, une femme, dans un escalier s'embrassant, c'est quasiment caricatural. D'ailleurs, moi, ça m'a rappelé un sketch des Inconnus il y a quelques années avec Milady de Gwynali ou quelque chose comme ça. Là, c'était gênant parce que vraiment, on se dit, on se met à la place d'un public d'enfants, c'est choquant, ça interroge, poser des questions, etc. Mais globalement, tout de même, là encore, il y a eu 15 jours de trêve, 15 jours où la France a rayonné. Je crois que là, tous les sondages, il faut se méfier des sondages, mais quand il y a une, quand tout va dans le même sens, c'est tout de même, ça dit quelque chose. Mais effectivement, la majorité des gens ont été heureux que la France rayonne à nouveau, pour une fois, ces derniers temps. Pardon, moi, je me souviens d'une émission ici, il y a quelques semaines avant le début des JO, où un intervenant avait dit qu'il n'aurait pas lieu. Et où beaucoup d'autres annonçaient des catastrophes.
Est-ce qu'on n'a pas là quand même la démonstration d'une grande capacité d'organisation à très haut niveau d'un pays? À quel prix, les enfants? À quel prix? Oui. À quel prix? Dans un pays endetté, Alors, voilà, ça, c'est- cette facture, même si je crois que c'est 9 milliards, enfin, dont 2 ou 3 milliards d'argent public, ça sera payé par les petits-enfants, c'est pas grave. Hein. Bon, vous me direz, c'est petit comme argument, je reconnais, ça n'est que financier. Mais enfin, malgré tout, bon, ça s'ajoute à pas mal d'autres aspects. Mais vous n'avez pas vécu cet enthousiasme qui a quand même soulevé la France. Je remets pas en cause les images, je remets pas en cause l'émotion. Je suis d'accord que c'était un moment joli à voir. Je regarde derrière. Tu te rends compte qu'il fallait... Tu as vu le questionnaire qu'il fallait remplir pour pouvoir accéder, pour avoir son petit badge? Alors, à quel prix? Moi, j'ai accédé, je suis allé, pour tout vous dire, à 2 épreuves. J'y suis rentré comme ça. Ouais, mais- J'avais acheté mon billet et j'ai pas eu de questionnaire comme quand on rentre, par exemple, aux États-Unis. Mais- Rien de tout ça. Je suis fou, je suis pas fou, mais ils ont bien pas demandé au début, avant les Jeux, qu'il fallait remplir avant le mois de mai, il fallait remplir un questionnaire. Alors J'ai plein de gens écoutez, qui je n'en sont- ai aucun souvenir, Vous en- mais vraiment pas. Mais il y a pas de Je suis mémoire, hein. rentré comme une fleur dans Oui, des, oui, dans je des sais, épreuves après. remarquablement Ouais. organisées. Mais je voudrais remets vous pas dire en une cause. chose. Quand t'as 45 000 bénévoles qui payent leur voyage, qui payent leur logement, Mais qui ça, payent leur bouffe. en ça, mais en c'est soi, est-ce que c'est pas l'organisation. extraordinaire? L'organisation, c'est plus facile. Non, moi je dis ça me Mais gêne le pas les fait bénévoles. que ça ait mobilisé Non, tant non, de gens. mais ça ne me gêne pas les bénévoles. Quand tout le monde est bénévole. 45 000, c'est beaucoup. Ouais, bah, les organisateurs, ils se sont fait combien? Les entreprises, ils se sont fait combien? Pardon, je vais vous donner un exemple. J'ai à la campagne. Le partage des richesses qu'a généré ce truc-là, il a été où? Mais encore une fois, je remets pas en cause la joliesse de la chose. Je dis simplement que derrière, il y a comme une belle manipulation sur les populations. Comment ça se fait qu'on disait, c'est un truc populaire, comment ça se fait qu'il fallait payer et des grosses sommes pour assister au jeu? Il y a Payer! eu énormément de places offertes, en particulier en Seine-Saint-Denis. Oui, sur les non, Moi-même, c'est vrai. j'ai sur assisté à les des petits épreuves événements. pour 40 Non. euros. Hein. Ouais, bah, 40 euros. Et j'ai été magnifiquement placé. Mais 40 euros, tu y vas tout seul, tu Donc, vas avec ton même épouse, les- ça même fait les 80. Jeux Paralympiques, Les quoi. enfants payaient aussi. Oui. La bouffe sur place, le métro, Ah, le la bouffe transport. était immonde et très cher. Et Ça, je suis Sodexo. d'accord. Mais est-ce que je peux vous raconter quelque chose que j'ai vécu? Des Marseillaises à tue-tête. Des foules entières levées. J'étais à une épreuve de tir à l'arc. Il y avait des Coréens, parce que c'est eux qui ont gagné la finale, qui étaient côte à côte. Il y avait une ambiance de rugby. Les gens se tapaient dans le dos. Et l'hymne était chanté par les Coréens, l'hymne était chanté par les Français. Il y avait une fraternité qui s'est faite. Je ne remets C'est pas rare. en cause ce que tu Ouais. viens de dire. J'y aurais été moi-même. Ça fait partie sans des jeux- doute, des jeux- Sans doute que moi aussi je me du serais levé, cirque. que sans doute moi aussi j'aurais chanté la Marseillaise. Je parle de tout ce qu'il y a à côté. Je te parle pas de l'apparence. Apparemment, c'était quelque chose de génial. Apparemment, c'était des belles images. C'est déjà ça. Apparemment, c'était fait pour créer des Je vis pas émotions. dans Matrix. Personne ne vit dans Matrix ici. On vit dans un monde réel et les apparences ont Je aussi dis leur simplement valeur. qu'il y avait des grandes barrières autour de ces jeux-là et que tout le monde pouvait pas y accéder alors que c'est soi-disant un truc populaire. Il y a 70 millions de Français. Enfin, bien sûr que tout le monde ne peut pas y accéder. Tout a été fait pour qu'un maximum y accède. Non, et la pas plupart de ceux qui se sont privés, pouvaient payer. la plupart d'ailleurs de ceux qui se sont privés, c'est les Parisiens riches qui se sont dit on se tire, ça va être un enfer. Et qu'ils regrettent. Et qu'ils regrettent mais ensuite. parce que les et qui Parisiens sont riches, qu'est-ce qu'ils ont place aux Jeux fait Paralympiques d'ailleurs. Parce que les Parisiens riches, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué leur truc à Airbnb parce que les prix ont augmenté Oh 10 là fois là, comme mais ça. même pas Ça ça, n'a a pas pas marché. fonctionné. Ça n'a pas marché, mais c'est ce qui a été quand même lancé et fait. Non, mais c'est drôle parce que, Philippe, vous reprochez finalement les mesures de sécurité, alors que si par ailleurs il y avait eu des attentats, ou ne serait-ce que des embryons d'attentats, alors qu'il n'y a rien eu, tout le monde aurait été autour de cette table à dire que la France avait été irresponsable. je les reproche Donc pas. on ne Je- peut pas je les dire reproche pas. une chose et l'autre. Jacques Georges. Oui, quand même. Ce sera le mot de la fin, je vais si vous voulez revenir bien. un petit peu quand même pour aller dans le sens de François. Là, c'est vrai que bon, les gens de droite dont je suis malheureusement un prototype ont peut-être une tendance Non, à c'est le être un prototype, peu oui. chagrin et un peu vieux con parfois sur les bords. Hein. Je le suis moi-même, mais je le revendique parfois. Mais enfin, c'est vrai que bon, alors terminons sur un côté quand même plutôt positif. C'est quand même une réussite.
Et c'est quand même un certain... Ça prouve qu'on n'a pas encore perdu certaines qualités d'organisation et d'accueil. Voilà, on peut dire ça quand même. Allez, Laurent Arthur Duplessis. Je constate qu'il y a que pour le sport qu'on a le droit d'être patriote, de chanter la Marseillaise et d'agiter le drapeau bleu, blanc, rouge. Sinon, on est d'extrême droite. Hein. Ouais. Ou d'extrême gauche. D'accord. Allez, je vais conclure, et c'est moi qui vais conclure. J'ai vu aussi une fraternité entre la police et les gens. Et j'allais voir la police pour leur dire bonjour. Les policiers étaient parfaitement sidérés par le comportement extrêmement civil de tout le monde. Et j'espère juste que ça va rester dans la société. Parce qu'on peut quand même espérer qu'un jour ou l'autre, la police et les citoyens se parlent de manière un petit peu apaisée. Il faudra changer le ministre de l'Intérieur, alors. Non. Ça va arriver, ça. Malheureusement, ça va pas arriver. Georges, Hein. non. Non, toutes les tendances profondes, tout ça, c'est de la rigolade. Ouais. Les tendances profondes vont exactement en sens inverse. Hein. Okay. Je pense aussi. Allez, messieurs, le round numéro 2 est terminé. Nous n'allons pas parler de Michel Barnier. Ce sera pour la prochaine émission où on fera un long sujet à la fois sur le Premier ministre, en espérant qu'il ait un gouvernement, en espérant aussi qu'il n'ait pas sauté. Parce que ça aussi, ça va faire partie des soubresauts des mois qui viennent. Et nous allons partir directement vers la nouvelle rubrique, qui sont les coups de gueule et les coups de cœur des 4 participants. À tout de suite donc. Allez, notre nouvelle rubrique, c'est le round numéro 3, c'est les coups de gueule et les coups de cœur. Et on commence par Laurent Arthur Duplessis, qui a un coup de gueule et un coup de cœur. Laurent, on vous écoute. Alors, coup de gueule, Jean-Luc Mélenchon, qui n'a qu'une idée en tête, c'est augmenter les tensions dans la société française et provoquer le chaos. Coup de cœur pour la veuve du gendarme de Mougins, qui a fait un discours d'une noblesse, d'une éloquence et d'une profondeur absolument remarquable. Alors écoutez, vous avez fait le record de brièveté puisque vous aviez 1 minute par sujet pour vous exprimer. Vous pensez avoir tout dit sur, par exemple, la veuve de ce gendarme? Oui, elle a dit des vérités. Elle les a dit très très bien. C'est une femme qui a beaucoup d'éloquence. Et je dois dire que elle a eu aussi beaucoup de courage, parce qu'il faut du courage de nos jours dans le concert médiatique politiquement correct pour dire ce qu'elle a dit. Très bien. Merci beaucoup. Et je dois vous dire, je vais prendre parti. Je suis comme vous, je crois, très ému par ce qu'a dit cette femme et par la justesse de ses propos. Merci. Bien. Jacques Georges. Alors là, vous avez plus de temps pour vous exprimer. J'aurais pu hein. prendre exactement parce qu'il se trouve que presque toujours avec Laurent, on est d'accord presque. Enfin, en tout cas, moi, je suis souvent presque toujours d'accord avec lui. Bon, tant mieux. Non, mon coup de gueule, moi, j'ai choisi quelque chose de moins pas grandiose, mais quand même qui me préoccupe, à savoir la multiplication des refus d'obtempérer. Hein. Il y en a 25 000 par an, c'est-à-dire 100 par jour. Ça devient une mode. Pourquoi ? Moi, je suis membre de l'IPJ, l'Institut pour la justice, qui est un think tank de qualité, je trouve. Et ils ont analysé la question et se sont dit tout simplement pourquoi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un calcul et que c'est rentable. Et que c'est beaucoup plus rentable que de... C'est rentable de ne pas s'arrêter quand la police vous demande. C'est rentable de ne pas s'arrêter. Expliquez-moi ça. Ça tue quelques gendarmes, mais c'est pas grave. Mais ça... Et ils vont même plus loin. Ils disent finalement, le régime poursuit beaucoup plus les délits d'opinion que les délits tout court. Et le régime est complice finalement de ce genre d'individu. Il est complice parce qu'il entretient une espèce de tension, etc., qui in fine lui bénéficie. Et je crois que c'est vrai. Malheureusement, le régime dans lequel nous vivons est marié avec la délinquance. Voilà, en gros mon coup de gueule. Mais je pourrais développer. Hein. Ok. Et coup de cœur. C'est la mafia aussi un peu. Oui, bah oui. Coup de cœur. Et le coup de cœur, alors le coup de cœur, j'ai oublié malheureusement, c'est le bouquin de Bruno Maigret qui s'appelle Vox Populi. Moi, je dois dire que depuis très longtemps, je pense que les deux Bruno, Bruno Maigret et Bruno Gollnisch, sont des pertes irréparables pour le FN devenu RN. Hein. Je pense que Bruno Maigret est un type de grande qualité personnelle et intellectuelle. Quoi son livre ? Parce que c'est alors un livre son récent, livre, j'ai pas le temps de développer, mais en tout cas, c'est un livre qui décrit comment un Jérôme Bolton, c'est un centriste ou un LR, disons. Donc c'est un roman, on va dire. C'est un roman. C'est un roman qui raconte la prise de pouvoir un peu accidentelle d'un président quelconque,
qui n'a jamais fait de bruit, qui était plutôt centre droit. Et puis d'un seul coup, il prend le mort aux dents, il prend son élection au sérieux et il dit on a des problèmes et je vais les affronter. Tu parles de Macron, là. Alors, justement, c'est une espèce de macroniste qui, d'un seul coup, se sent responsable. Il est élu et d'un seul coup, il va dire je vais appliquer mon programme. Je vais appliquer ce que j'ai promis à l'électeur. Alors, c'est fait de façon minutieuse. C'est extraordinaire, ce livre. Il faudrait d'ailleurs, j'espère que Barnier l'a lu, parce que on décrit le calendrier des événements presque jour par jour. On décrit les personnages, on les décrit de façon très détaillée. On fait le rappel des articles de la Constitution qui sont mis en œuvre. Et c'est un petit chef-d'œuvre, c'est un trésor politique. Moi, je l'ai lu d'une traite. Il n'est pas très long. Je l'ai lu d'une traite parce que j'étais passionné. Mais comme ça fait 3 semaines, c'est-à-dire je l'ai lu déjà en retard, je l'ai un peu oublié parce que, j'ai oublié les détails. Mais c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Vous m'avez donné envie de le lire. Alors, comme me faisait observer le réalisateur dans l'oreillette, vous avez largement rattrapé le temps de Laurent. Mais dans tous les cas, merci pour ce... Rappelez-nous le titre du livre. Vox Populi. Vox Populi de Bruno Maigret. Parfait. Merci. Philippe. Oui, c'est un roman. Intéressant. Philippe Pasco, un coup de gueule, un coup de cœur. On commence par quoi ? On va commencer par mon coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est pour l'association Anticorps, dont je suis administrateur national, qui vient, vous le savez, de retrouver inopénément son agrément, qui lui permet donc maintenant de pouvoir ester en justice et pouvoir se porter partie civile, etc. On a quand même été obligé, il faut le savoir, pour avoir pour réavoir cet agrément, de porter... À quoi ça sert Anticorps ? Juste pour... Anticorps, ça sert à lutter contre la corruption et c'est pour l'éthique en politique, entre autres. Merci. Ça nous permet de nous porter partie civile dans des affaires que certains dirigeants, certains juges veulent enterrer. Donc on prend une affaire qui a été déclarée non viable et où on a arrêté les poursuites, on la prend, on la donne à un juge indépendant et il peut continuer à ester sur cette justice. Et ça, c'est hyper important. Vous portez partie civile, c'est ça ? Partie civile dans plein de dossiers. On a 160 dossiers en ce moment à Anticorps et on a été obligé de se battre comme des fous parce qu'on n'avait rien fait de mal. Monsieur Attal, dans sa circulaire dernière, a reconnu qu'on était dans les clous, qu'on était indépendant, Mais vous n'aviez pas eu l'agrément renouvelé. On n'avait pas eu l'absence de l'agrément vous empêchait de nous porter partie civile voilà. Et donc des affaires importantes comme l'affaire Benalla, etc. risquaient d'être fortement ralenties. Il faut savoir qu'on a été 8 fois devant les tribunaux pour se battre pour réavoir cet agrément et que quelque part, on nous a même donné raison puisqu'ils étaient condamnés à 1 000 € d'astreinte par jour tant qu'ils nous avaient pas signé l'agrément. Donc c'est mon coup de cœur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est dans la vérité, que quand on est David et pas forcément Goliath, l'Ukraine, la Russie, même quand on est petit, on peut arriver à se battre contre les grands et à gagner. Parce que je peux vous assurer qu'ils n'avaient pas l'intention de nous le donner cet agrément. Merci pour ce coup de cœur. Voilà, coup de gueule. Ça va. Alors, coup de gueule, parfait. Il est contre tous ces petits maires ruraux, écoutez bien, qui passent leur temps maintenant à vouloir détruire les églises de leur village pour mettre des éoliennes industriel de plus de 200 mètres à la place. Pas exactement au même endroit, néanmoins. Pas exactement au même endroit, mais sans doute comme référence géographique, parce qu'ils préfèrent qu'on voit une éolienne de loin plutôt que de voir le clocher de l'église. Et j'en ai un contre lequel je me suis battu il y a pas longtemps, qui est le maire de mon petit village, à Guerchy, dans Lyon, à Val-Varillon, qui, le maire, monsieur Mahfoud Ahomar, a voulu détruire l'église, les chœurs de l'église du village. Il avait même préparé déjà des entreprises, etc. On s'est battu, et à quelques-uns, on a réussi à le faire reculer. Et comme d'habitude, je le dis parce que, écoutez-moi bien, quand on se réunit, quand on est nombreux et qu'on est dans la vérité, on peut faire reculer les choses malfaisantes. Donc on a réussi à le faire reculer. D'un seul coup, il a changé d'avis et maintenant, il va nous restaurer l'église et mieux, grâce à nous, il a trouvé des subventions pour le faire. Donc battons-nous, gardons nos églises et je suis désolé, monsieur le maire, vous ne détruirez pas l'église de Guerchy. Merci beaucoup, Philippe. Belle lueur d'espoir. Et esprit, fighting spirit. Vous êtes d'une certaine manière un boxeur au JO. Oui, et en plus, je le signale, je ne suis pas catholique profond, mais je ne supporte pas qu'on détruise l'histoire, le patrimoine français, surtout pour mettre des éoliennes à la place. Ok. Merci. Brillant. François Devoyer. J'admire, j'applaudis, et j'ai la pression, là. Maintenant, vous avez de la pression. Alors, je vais commencer par les coups de pied. Coup de gueule. Parce qu'il faut finir en beauté, il faut finir avec de la joie. Ça va bien. Non, le premier coup de gueule, Trump. Voilà, je trouve que Trump déshonore le populisme, selon le mot de Bernanos. Quel dommage qu'il ne soit pas à la hauteur de l'enjeu.
Il se contente de rouler sur ses acquis, et ses acquis sont pas forcément déjà exceptionnels. Donc voilà, quel dommage. Il avait tant de temps pour se préparer, il avait une occasion incroyable de vraiment changer les choses, et il est en train de vraiment montrer ses parties les plus honteuses. Voilà, le deuxième petit coup de gueule, je fais ça très vite, c'est le procès Pénicaud, l'abominable procès, vous savez, où Dominique Pénicaud a organisé le viol de sa propre épouse, Muriel Pénicaud, pendant des années, par plusieurs dizaines de personnes. Aujourd'hui, il y a 50 accusés identifiés. Et ça m'a rappelé vraiment la notion de banalité du mal. Vous savez, c'est cette philosophe Hannah Arendt qui en parlait à l'occasion du procès Eichmann en 63. Et là, je trouve que ce procès dit beaucoup de la nouvelle banalité du mal, qui n'est même plus l'obéissance à un ordre, c'était le principe de Arendt face à Eichmann, qui est la simple abolition complète de la morale. C'est-à-dire que les gens ne savent plus ce qui est bien ou mal. Les réactions des gens, je vous incite à lire, c'est répugnant, c'est abominable, et c'est très intéressant et pertinent. Ces gens ne savent plus ce qui est bien ou mal. Il n'y a même plus ce discernement. On peut reconnaître qu'on soit catholique ou non, ou comme mon voisin le disait, anciennement catholique, ou d'une certaine manière, bref. Mais au moins, il y avait cet exercice de discernement régulier qui nous forçait à se demander si ce que nous faisions était bien ou mal. Là, il est en train de disparaître, et ça, c'est effrayant. Je finis heureusement par un coup de cœur. Très bien. Domini, Jacqueline de Mareuil, une femme, 1969, toute la côte guérandaise, toute la presqu'île ce qu'on appelle le Pays Blanc, va être massacrée par des nouveaux immeubles construits par le baron Guichard, c'est comme ça qu'on l'appelait, le baron Guichard, du béton. Exactement, le maire de la Baule, et le ministre de l'aménagement du territoire. Et président du conseil de Loire-Atlantique. Exactement. Et il veut installer là, dans tout ce pays magnifique, pour ceux qui le connaissent, ils ont le cœur qui bat, des rocades, des immeubles immenses. Oui. Tout devait être bétonné de Mesquer jusqu'à la Baule. Une abomination. Cette femme s'est élevée, pas toute seule, mais avec quelques autres, peu nombreux, un petit peu comme l'histoire des églises, pour sauver tout ce Pays Blanc, pour sauver les paludiers, pour sauver le sel de Guérande. Si ça s'appelle Pays Blanc, c'est à cause du sel. C'est à cause du sel, voilà. C'est le pays des paludiers. Elle a fait reconnaître une AOC, donc au sel de Guérande, et elle a sauvé ce pays. Et idem, en parallèle, c'est là où l'écologie, faut arrêter de cracher sur Greta Thunberg, il faut agir nous-mêmes. C'est aussi la forêt de Soux, dans la Drôme. Imaginez une coque de navire en calcaire de 25 km², sublime, entourée de crêtes, avec un seul passage qu'il a fallu agrandir à la dynamite pour pouvoir y rentrer. Donc vraiment, imaginez une réserve naturelle incroyable. Ce lieu était en train d'être détruit petit à petit par les bûcherons, les chasseurs, etc. Et puis Maurice Burrus, un grand tabatier alsacien, achète l'ensemble et en fait l'une des premières zones protégées en France. 1924, c'est après les premières grandes réserves, mais c'est parmi les premières forêts privées protégées. Et aujourd'hui, c'est un des parcs les plus sublimes, avec une diversité d'essences, d'espèces incroyables. Forêt de Soux, S-A-O-U, dans la Drôme. Voilà, je vous incite à aller la voir. Vous pouvez vous arrêter à l'auberge des Dauphins. C'est sublime, sur le modèle du Trianon. Vous pouvez prendre un café là et vous avez une forêt rafraîchissante. On y était à 40 degrés cet été et il faisait un temps sublime, fraîcheur absolue, endroit superbe. J'ai une émotion que rarement j'ai eue grâce à vous. Merci beaucoup. Je n'ai qu'une envie, c'est de vous quitter et de rouler à tombeau ouvert, en regardant mes poings, vers cette forêt, dans la Drôme donc. Dans la Drôme. Parfait. Écoutez, j'espère que vous avez eu la même envie que moi. Et je voulais vous remercier, messieurs, pour la qualité de vos coups de gueule et de coups de cœur. Je pense que cette rubrique prend décidément grâce à votre enthousiasme et votre travail. Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission avec un petit peu de Premier ministre dedans, normalement. Allez, à très vite.